Du coup, bonjour à tous. Alors moi, c'est Marc et je suis chef de projet éco-conception. Donc j'accompagne les sports et les univers industriels sur ce sujet-là. Et du coup, je travaille dans l'équipe développement durable, du coup, avec Quentin. Et donc Quentin, oui, également dans l'équipe développement durable depuis 2 ans et demi maintenant. Et moi, plus spécifiquement, j'ai travaillé sur l'évaluation environnementale, les outils qui nous permettent de faire ça, et les formations également pour que les personnes soient plus à l'aise avec ce sujet-là. Donc on va vous parler de tous ces sujets-là pendant 20 minutes. C'est ça. Et on va faire le lien entre ce qu'on a appelé du sustainable design, comment on conçoit durablement des produits, et le lien avec la chaîne digitale. Premièrement, ça va être un peu le côté après avoir mangé. Premièrement, il faut savoir que s'il y a 10 ans, on s'était vraiment attaqué au sujet profondément des émissions de gaz à effet de serre, on aurait dû faire une diminution de 3,3% par an pour arriver aux objectifs. Donc les objectifs, c'est quoi? C'est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré sur la planète. Au-delà de ça, il y a des changements qui vont être irréversibles sur la planète et sur lesquels on est bien au-delà de ces engagements-là. Si on respecte les engagements actuels qui ont été émis, c'est la petite courbe pointillée en haut en bleu. Donc en fait, déjà, même si on respecte les engagements aujourd'hui, on augmente. Du coup, ça c'était s'il y a 10 ans. On avait vraiment agi. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, plus les années passent, plus les engagements vont être importants, les efforts vont être importants. Donc ça, c'est actuellement l'effort qu'on doit faire. Et puis, ça, c'est en 2025. Si on attend d'année en année, ça va être de plus en plus dur. Et il y a des années où baisser par an de 15,4%, c'est impossible. À l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une entreprise, c'est impossible puisque il y a une inertie trop forte. Voilà, donc ça c'est le sujet du changement climatique qui est vraiment important et c'est vraiment un enjeu qu'il faut attaquer dès aujourd'hui très fortement. Hop là. Et sur ce sujet-là, ça tombe bien parce qu'il y a quand même des choses très positives, c'est que les gens se bougent, les gens se mobilisent, et quand je dis les gens, c'est toute catégorie d'âge, même si là, les images c'était des jeunes, c'est vraiment les gens prennent conscience de ces enjeux-là, commencent à vraiment écouter les scientifiques qui font des recherches là sur le sujet, donc vraiment il y a une vraie conscience environnementale et sociétale qui a été, une vraie culture qui commence à monter en compétence sur le sujet, ça peut se voir, hein, même nos collaborateurs internes quand ils nous posent des questions, nous, on est super impressionnés. Des fois, on est même à se dire, putain, c'est super technique là. Et du coup, ça nous fait plaisir parce que ça veut dire que les gens montent en compétence sur le sujet. Et puis, le lien avec le sport, c'est quoi? C'est qu'on parlait d'adaptation au changement climatique dans le futur. Mais en fait, c'est pas dans le futur, c'est que ça commence déjà. Là, c'est 2 photos. La première, c'est à Melbourne pendant l'Open d'Australie. La seconde, c'est à Doha pendant les test events. Et du coup, oui, le changement climatique amène ces événements-là, et du coup, la performance sportive est vraiment impliquée. Ça devient critique, et c'est juste le début. Parce que l'adaptation au changement climatique, on le voyait plutôt dans les années futures, mais en fait, c'est déjà le cas. Voilà pour le sujet. Et du coup, à Decathlon, nous, c'est quoi? Nous, c'est que notre impact environnemental, il est réparti comme ça dans notre activité. Et donc, on voit qu'il y a 82% de l'impact environnemental qui vient du produit. Et qui vient, en gros, grosso modo, qui vient à peu près, c'est une moyenne globale, qui vient à peu près de 20% de la matière, des choix de matériaux qu'on va utiliser. Et de l'autre partie, c'est 46% de la production, donc l'énergie nécessaire pour fabriquer le produit, les différents process qu'on va venir utiliser pour fabriquer le produit. Donc voilà nos enjeux. Et du coup, pour ça, on a différentes stratégies sur le sujet à Decathlon. Donc, la première, c'est de mettre nos magasins, notre activité retail sur de l'énergie renouvelable, donc 100% d'énergie renouvelable en 2026, sachant que sur certains pays, en fait, c'est déjà le cas. En France, par exemple, on est déjà à 100% d'énergie renouvelable. Ensuite, il y a des engagements chez nos fournisseurs, donc pareil, chez nos fournisseurs partenaires d'être sur des énergies renouvelables, d'être aussi sur de la sobriété énergétique, donc réduire nos consommations d'énergie. Et puis là, je voulais surtout insister sur la partie produit. On doit éco-concevoir nos produits. Éco-concevoir nos produits, ça veut dire quoi? On va y revenir. Du coup, c'est sur ce sujet-là qu'on doit accélérer, comme je vous l'ai dit. En fait, c'est la grosse partie de nos impacts. Puis on a aussi des engagements sur le transport et aussi sur l'utilisation, donc la réutilisation de nos produits. L'objectif, c'est à 10% de réutilisation de nos produits. Parce
que le produit il est utilisé une fois, il peut être utilisé aussi par plusieurs utilisateurs. Voilà, donc si on fait un focus sur le produit, là je laisse la main à Quentin. Ouais, donc là on a vu qu'aujourd'hui on a des objectifs définis au global de l'entreprise, donc que tous les acteurs en fait sont concernés. La dernière partie qu'on a vue, ça concernait bien sûr l'offre, donc les responsables d'offre chez Decathlon doivent se focaliser pour trouver des solutions pour que nos produits soient plus réutilisés. Là on va faire un focus un peu plus détaillé sur la partie conception, donc engineering, designer, pour voir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue outils, digital, solution, pour que cette partie-là de produit, on puisse l'améliorer. Donc, quand on parle d'impact environnemental, on va encore faire la partie un peu théorique, mais très rapide. Comme maintenant, de plus en plus de personnes sont très à l'aise avec cette notion-là, on analyse tout le cycle de vie du produit, pas uniquement l'extraction des matières ou pas uniquement la fin de vie du produit, mais bien tout ce qui se passe qui est nécessaire pour que le produit soit utilisé après par nos clients. Donc ça, c'est la première notion qu'on veut prendre en compte quand on vient analyser l'impact d'un produit. Après, il y a une deuxième notion qui est plus complexe à appréhender par les différents concepteurs, c'est qu'on ne veut pas s'intéresser uniquement au changement climatique. On veut également prendre en compte des enjeux peut-être plus locaux de pollution de l'eau, d'émissions de particules fines, d'épuisement des ressources également. Donc tout ça, on vient le prendre dans les outils de calcul d'impact environnemental. Et enfin, on veut faire attention à comparer ce qui est comparable quand on parle des impacts environnementaux. On veut bien comparer des produits d'usage similaire à la fin pour qu'on soit à même de choisir celui qui fait le même usage mais avec le moindre impact. Donc ça, c'est les trois gros concepts qu'on doit suivre quand on fait un impact environnemental d'un produit. Et grosso modo, donc ça rejoint un petit peu le global qu'on a chez Decathlon, mais quand on parle de l'impact d'un produit, on voit que le gros du travail, notamment là, on voit un produit textile ici, et c'est relativement vrai sur toutes les typologies de produits chez Decathlon. Il y a un gros enjeu sur le choix des matières et comment on les transforme chez nos fournisseurs, donc les énergies mises en place par nos fournisseurs. Mais pas que, il y a aussi cette problématique de comment est-ce qu'on fait pour que la partie usage du produit, donc potentiellement le nombre de lavages nécessaires pour entretenir notre t-shirt, on arrive à améliorer ce pavé-là. Donc voilà un petit peu comment on se répartit quand on fait aujourd'hui le calcul d'impact d'un produit, les impacts. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on obtient ce genre d'analyse-là? Et comment est-ce qu'on peut en faire en sorte de travailler pour baisser cet impact-là? Ça, c'est en fait, vous allez voir sur les petites slides ici, qu'aujourd'hui, d'un point de vue outil, en fait, tout se passe aujourd'hui en interne, dans des outils internes. Donc PACE est très très concerné par ça, parce que c'est le moteur de calcul aujourd'hui. Là, c'est ce que vous avez. Pour calculer l'impact d'un produit, on doit passer dans PACE. Et dans le calcul, on doit faire entrer différentes choses, donc différentes datas que je vais vous montrer maintenant. Donc la première data qu'on doit faire entrer dans le calcul pour sortir un impact environnemental, c'est bien sûr les infos de conception. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui on a des baumes dans le système, des BOM qui sont incorrects, on aura à la fin des impacts environnementaux qui seront incorrects. Si on n'est pas capable de définir précisément la matière qui compose notre produit, on aura des impacts qui seront incorrects en sortie. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup animé, la performance de la qualité de la donnée dans notre système d'information chez Decathlon. C'est un point sur lequel on doit s'améliorer si on veut s'améliorer sur l'impact environnemental à la fin. On ne peut pas sortir une photo claire si on n'a pas des infos claires en entrée. Ensuite, une deuxième type de données qu'on doit faire entrer dans le calcul, c'est des données là où on est moins partie prenante. C'est les données qui vont nous servir en fait donc c'est les bases de données environnementales qui vont nous servir à faire la traduction entre produire 1 kg de coton, quel est l'impact CO2. C'est grosso modo des ABAC qui vont nous permettre de faire ces conversions-là et de sortir un impact environnemental à la fin. Ça, c'est un peu moins notre cœur d'expertise. Et donc nous, le parti qu'on a pris, c'est de travailler avec les meilleurs sur le sujet. Donc jusque maintenant, c'était les Français qui étaient les plus en avance sur ça. C'était la France qui a défini quelles sont les règles pour que toutes les personnes qui travaillent sur l'impact environnemental le fassent de la même façon et avec les mêmes données de référence. Donc nous, c'est ce qu'on a choisi et on a implanté ça dans notre système d'information. Par contre, ça, c'est un sujet, vous voyez, donc il y a beaucoup de data. L'enjeu pour Decathlon, c'est de se concentrer sur les infos de conception. Aujourd'hui, on est en train on parlait de co-création juste avant, donc ça nous touche en plein parce qu'on disait, chez Decathlon, on n'a pas pour raison d'être expert sur tous les sujets. On a un cœur d'expertise, on est des concepteurs et des retailers de produits. Donc nous, on doit être très fort sur la partie en haut à gauche du schéma là, que vous avez là-bas. On doit être très fort, très maîtrisant sur qu'est-ce qui compose notre produit.
Par contre, on n'est pas des experts du calcul environnemental. Et donc, le parti qu'on a pris sur cette année, c'est de travailler avec des gens qui sont bien meilleurs que nous dans ça, dans le calcul d'impact environnemental et dans la maîtrise des règles de calcul et dans l'administration des bases de données environnementales qui vont nous permettre de calculer l'impact environnemental. Donc, je disais, la France était en avance. Maintenant, c'est l'Europe qui est en train de prendre le relais, de clarifier les règles de calcul environnemental. Et donc, sur cette année, on travaille avec une entreprise qui s'appelle UCAN pour connecter notre système d'information, donc PACE, notre cœur de maîtrise, à cet outil externe qui s'appelle UCAN, pour qu'eux nous renvoient après dans PACE les impacts environnementaux de nos produits. Donc ça, ce qui est important de voir, c'est qu'on va s'appuyer sur des compétences externes très fortes de maîtrise d'impact environnemental et que nous, on va pouvoir se concentrer sur la qualité des informations au départ qu'on va faire entrer dans le système. Donc ça, c'est ce qui va arriver du coup pour normalement avril de cette année. Donc ça arrive très vite. Et donc on est en travail de co-création avec UCAN pour réussir à faire cette jonction-là. Vous voyez, c'est un sujet qui est très complexe. Il y a des notions de base de données, de règles de calcul. Après, bien sûr, on va parler un peu plus de comment est-ce qu'on analyse et on baisse l'impact environnemental. Donc là, ce que je voulais vous passer comme message, c'est que désormais, il y a des formations qui existent sur Decathlon Academy, donc un autre environnement digital chez Decathlon, qui permettent à tous les concepteurs, et pas que, aux gens de l'offre également, de venir se former sur ce sujet-là. Parce que là, en 20 minutes, on n'aura pas le temps de rentrer plus dans le détail que ça, sur la partie calcul environnemental. Mais dès maintenant, n'hésitez pas à aller sur Decathlon Academy, rechercher le petit code EVAL1 là, et vous inscrire à des formations. Donc il y a déjà des créneaux dès maintenant de disponibles. Donc n'hésitez pas à vous former là-dessus. Vous aurez plus de détails sur ce sujet. Et maintenant qu'on a parlé un petit peu de comment fonctionne l'évaluation environnementale, je vais redonner la main à Marc pour vous parler des quelques solutions qui existent dès maintenant pour exploiter cette évaluation environnementale. Ouais, et avant ça, je vais dire un truc que Quentin il dit pas souvent, et c'est pas moi qui le dis non plus, c'est que sur ce sujet-là, d'évaluation environnementale, on est vraiment des pionniers sur le sujet. À chaque fois, on essaye, nous, justement, d'aller voir en externe d'autres entreprises, comment ils font leurs évaluations, leurs analyses. Et jusqu'à aujourd'hui, ils travaillent sur le sujet. Le monde de l'industrie du textile, notamment, vraiment accélère. Mais par contre, sur le sujet d'évaluer tous nos produits, moi, je discutais avec des experts externes en disant comment vous choisissez le produit à éco-concevoir. Je dis c'est simple. On évalue le produit, on regarde ses enjeux environnementaux, on regarde dans la famille, si c'est le produit le plus impactant, on va essayer de le travailler. Il dit, ça veut dire que vous évaluez tous vos produits. J'ai répondu oui. Il m'a dit, oula, parce que vous avez combien de références de produits? Là, j'ai pas su lui donner le chiffre exact, mais il dit plusieurs milliers. Et donc là, il était assez halluciné, parce que tout ce processus d'évaluation, normalement, quand on prend un produit et qu'on va finement dans le sujet, c'est 3 à 6 mois, en gros, parce qu'il faut récolter la data, etc. Là, on arrive à sortir des produits, l'impact environnemental en une dizaine de minutes sur le sujet. Et voilà, il faut se dire qu'il y a encore, nous, on adore parce qu'on veut être encore plus fort là-dessus, mais on est quand même pas mal en avance. Et c'est aussi pour ça que parfois on essuie un peu les plâtres sur les règles de calcul à utiliser, des choses comme ça. Ceci étant dit, une fois qu'on a l'impact environnemental, c'est cool, mais ça sert à quoi? Ça sert déjà à éclairer nos stratégies. C'est-à-dire que les stratégies d'entreprise qu'on doit prendre, elles doivent être mesurées. On ne peut pas juste se dire, sur du bon sens, on doit faire telle action ou telle action. On doit la mesurer pour dire, l'action qu'on va prendre, la stratégie majeure qu'on va prendre, ça va bien être ce sujet-là. Donc ça permet d'éclairer nos stratégies. Et quand on se rend compte que nous, on fait beaucoup de textile et que la teinture dans le textile, c'est un enjeu important, on est capable d'éclairer ça et ça veut dire qu'il faut qu'on écrive des stratégies sur le sujet. Ensuite, ça peut nous aider, ça aide le concepteur à faire des choix d'éco-conception. Donc je vais rentrer un peu plus dans le détail après ça. Mais ça, voilà, des choix d'éco-conception, est-ce que je dois travailler sur ma matière? Est-ce que je dois travailler sur mon process? Si oui, c'est quelle matière? Est-ce que je dois travailler sur l'usage du produit? Des choses comme ça. Et quand je fais mon choix, par exemple, je remplace cette matière, et la seconde matière que j'ai choisie, est-ce qu'elle diminue l'impact? Si oui, de combien, etc. Et enfin, ça nous sert à la fin d'un projet de communiquer la performance environnementale de nos produits. Parce qu'une fois que nous, on aura bien conçu nos produits et qui seront d'un point de vue environnementalement performants, il faudra aussi impliquer nos utilisateurs et nos clients
à changer ses comportements d'achat et changer cette consommation qu'on a, et d'encourager une consommation responsable. Et c'est là tout notre rôle de Decathlon, de venir encourager une consommation responsable auprès de nos clients les utilisateurs. Et pour faire des choix d'éco-conception, donc ça c'est un petit screenshot de l'outil qui, voilà, quand tu as parlé de YouCan, ça nous permet de dire, par exemple, ici, j'ai une veste, j'ai le produit de référence, c'est la première barre. Voilà, j'ai fait mon évaluation, premier produit de référence. Je peux voir en haut la moyenne et du coup, où est-ce qu'il va se situer ce produit-là, par rapport à la famille de produits. Alors là, c'est une veste de ski, par exemple. Bah, où est-ce que je me situe? Est-ce que déjà, il est plutôt dans le haut du panier ou il est plutôt dans la moyenne? Et comment déjà je me situe? Est-ce que je parle d'optimiser déjà un bon produit ou je pars d'un produit déjà impactant? Ça me permet, voilà, d'avoir ça. Et puis enfin, bah, une fois que j'ai fait mes choix d'éco-conception, voilà, j'ai une génération d'idées, de concepts, que je prototype, etc. Je reviens dans les outils et je me permets d'ici de réévaluer le concept qu'on a eu en ayant cette éco-conception-là et de s'assurer qu'il y a bien une diminution d'impact pour pas uniquement se baser sur du bon sens. Le bon sens, parfois, c'est pas mal, mais parfois, il y a beaucoup d'idées reçues. Et du coup, c'est aussi de chasser ces idées reçues. Et pour vous faire l'aveu, moi, quand je vois beaucoup de communication, c'est quand je fais de la veille d'autres marques, et moi, je suis un peu comme vous, je vais creuser. Et du coup, des fois, c'est hyper pertinent, et d'autres fois, c'est pas super pertinent. Du coup, voilà, ça permet d'être hyper pertinent. Et de demain, quand on doit justifier un choix à un client de pourquoi on a travaillé sur la teinture d'un t-shirt plutôt que sur son lieu d'appro, on est capable de le justifier. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. En général, l'éco-conception, c'est jamais qu'une seule action. En fait, c'est une combinaison d'actions qui permettent de réduire l'impact. Et puis ici, c'est surtout, je voulais faire le point sur comment utiliser la chaîne digitale au service du développement durable. Et en fait, il y a plein de façons de le faire. Là, j'ai pris 3 exemples, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a, par exemple, comment j'améliore la réparabilité de mon produit. Moi, je ne vais pas vous en parler plus que ça, mais l'additive manufacturing, ils vous en parleront très bien sur justement comment, moi, client, moi, utilisateur, je peux facilement réparer mon produit. Par exemple, en faisant de l'impression 3D d'une petite pièce qui casse. Mais je peux aussi optimiser la consommation de matière dans mon produit. Donc pour ça, il y a 2 actions. C'est soit je peux faire du generative design, ou alors je peux faire aussi de l'optimisation topologique, de vraiment mettre la matière au juste endroit. Et pareil, je ne vais pas vous en parler plus que ça, parce qu'il y a des gens experts sur le sujet. Je regardais les gens de Take-Off là-bas, parce que eux, c'est aussi leur métier. C'est vraiment de se dire, tiens, comment j'ai... Pour ni faire de la surqualité, ni faire de la sous-qualité. Le produit doit bien répondre à cet usage-là. Et enfin, de travailler aussi le recyclage des produits en fin de vie. Par exemple, aujourd'hui, nos textiles en fin de vie, la fin de vie de nos textiles, c'est très peu de recyclage. Et du coup, c'est de se dire, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans le produit à la fin. Il a été porté, et puis en fait, les car labels qu'on met, première action du client, c'est de les couper, comme vous et comme moi. Du coup, voilà, donc c'est de se dire comment on peut tracer la composition d'un produit, notamment grâce à la RFID. Et donc là, c'est pareil, à Decathlon, il y a un projet de RFID pour venir voir, par exemple, la composition d'un produit en fin de vie. Parce que si on intègre la RFID directement dans le fil, le client ne va pas couper le t-shirt. Si je prends l'exemple du t-shirt. Donc voilà un petit peu les champs d'exploration de la chaîne digitale. Ce qui est important de retenir, et l'intro de ce matin le disait bien, c'est tout connecter. Pourquoi, en fait? C'est pourquoi il faut tout connecter. Et nous, on est persuadés d'un truc, c'est que la chaîne digitale, elle peut vraiment être au service du développement durable. Et il y a sur plein de sujets où c'est le cas. Donc là, c'est 3 exemples que j'ai pris sur lesquels vous pouvez échanger, ou si vous avez déjà échangé avec eux, tant mieux, sur ce sujet-là. On va vous inviter du coup aussi, parce que là, c'est que 3 exemples, mais venez bien sûr nous voir, on est sur l'instant également sur la gauche là-bas, parce qu'il y a énormément de solutions en fait, pour éco-concevoir. Et donc là, en 20 minutes, bien sûr, on n'a pas le temps de parler de tout ça. Mais n'hésitez pas à venir nous voir. On a énormément de référents localement après qui pourront vous aider. Et on a un gros rôle également dans notre service de connecter les bonnes initiatives, de partager les bonnes pratiques. Donc venez nous voir, on vous dira qui aller voir après pour votre périmètre et être efficace sur votre périmètre d'action. Ouais, parce que nous, on vous parle, mais en fait, c'est aussi travailler avec tout un réseau qui, en fait, eux, sont acteurs opérationnels dans chacun des périmètres que nous, on a en charge de faire monter en compétence sur le sujet. Et pour finir, justement, on l'a dit, en fait, pour éco-concevoir, il y a plein de possibilités.
L'idée, c'est plus pour ouvrir, c'est que l'intelligence artificielle permettra demain de nous aider à choisir la meilleure solution. C'est-à-dire que vraiment, il y a plein de solutions et demain, ce sera peut-être des combinaisons de solutions sur certaines typologies de produits ou sur certains usages qui feront en fait référence. Et du coup, demain, ce sera de plus en plus facile d'éco-concevoir. Et dès aujourd'hui, il y a plein de possibilités et demain, peut-être que la combinaison de possibilités, elle se fera peut-être automatiquement via l'intelligence artificielle. Voilà un petit peu le sujet. Après, si vous avez quelques questions, on reste dispo. Je ne sais pas si en termes de timing, on est bon. Il nous reste 3 minutes avant la prochaine présentation. Est-ce que vous avez des questions? Non, tu te grattais juste l'oreille. Oui. Oui. Alors, attends, tu es. Merci. Vous disiez tout à l'heure que les produits que vous analysiez l'ensemble des produits, vous travaillez sur ceux qui consomment le plus. Est-ce qu'il vaut mieux travailler sur ceux qui consomment le plus ou ceux qui, en masse de produits vendus, représentent la plus grande consommation énergétique? Alors ça, c'est un travail d'analyse en fait que font les DAF notamment. Donc là, on a parlé beaucoup de conception, mais dans le service développement durable, on travaille avec toutes les antennes de Decathlon. Donc il y a aussi une partie de DAF. Donc on a une personne, une ex-DAF, qui travaille à former ses collègues sur le sujet pour identifier les gros leviers d'action. Et donc il existe des requêtes dans AFO, si on veut vraiment parler technique et d'outils, qui permettent d'analyser sur ton périmètre quel est le gros caillou à travailler. Donc ça y est, il y a des formations également qui permettent à tous ce corps de métier-là d'analyser son périmètre et de fixer du coup des trajectoires CO2, de se dire, ok, si je travaille d'abord ce produit-là, je baisse de 20% son impact, voilà la trajectoire de mon périmètre en termes d'impact CO2. Donc tout ça, bien sûr, c'est à prendre en compte et notre responsabilité, la responsabilité de tous les concepteurs, c'est de sortir un impact environnemental de 100% de ces produits. Par contre, c'est bien la responsabilité du leader de sport, du DAF, d'écrire quelle est la stratégie pour baisser l'impact environnemental de l'activité. Ça ne va pas être la responsabilité uniquement du designer ou de l'ingénieur. Encore une fois, l'offre a un énorme rôle à jouer pour dire, au-delà d'éco-concevoir les produits, il faut aussi qu'on arrive à mettre plus de gens en sport en utilisant peut-être moins de produits. Et vraiment, ça, c'est un levier très fort également de baisse d'impact. Donc, je vais un peu au-delà de ta question, mais en gros, ce n'est pas la responsabilité uniquement des ingénieurs d'éco-concevoir les produits un par un, mais c'est la responsabilité un peu plus stratégique des leaders de sport et de process d'identifier les gros cailloux qui vont vraiment permettre d'accélérer la baisse d'impact. Et pour compléter, parfois, donc il y a bien justement ceux les plus vendus, par exemple, mais parfois dans l'équipe projet, dans le groupe projet, on vient compléter ça avec est-ce que le produit il est à reconcevoir? Est-ce qu'il a été prévu d'être reconçu ou pas? Parce que si c'est pas prévu, ça va être tout de suite plus difficile. Est-ce que on est sur des produits iconiques? Par exemple, le trail, ils ont commencé, leur majorité de leur impact, c'est les leggings et les t-shirts. Mais ils se sont dit, nous, on veut vraiment quand même, ça on en a conscience et on va mettre des plans d'action là-dessus, mais on veut quand même travailler notre produit iconique qui est finalement le sac de trailer. Pour se faire la main et se familiariser avec c'est quoi l'éco-conception d'un sac. Et donc, je parle de ça, je pense qu'il y a 2 ans, où justement, ils se sont vraiment posé des questions sur ok, on va travailler sur ce produit iconique. Parce que ça amène l'ensemble de la marque, et du coup, demain, ils auront tous compris ce que c'était l'éco-conception et vont pouvoir le mettre ça. Donc, en fait, on vient compléter cette analyse de voilà les enjeux environnementaux selon les volumes vendus, l'impact environnemental du produit, mais aussi avec d'autres, on complète ça avec d'autres points sur la vie d'un groupe projet. D'autres questions? Question là-bas. Avant le recyclage, il peut y avoir aussi la réparabilité. Est-ce qu'il y a des calculs qui permettent de savoir si c'est plus intéressant en économie CO2 de réparer que d'avoir la filière directement recyclage? Ça, c'est une question qui est très compliquée parce qu'il n'existe pas vraiment de normes voilà, le sujet est vraiment à défricher pour dire est-ce qu'un produit est réparable? Est-ce qu'il est pertinent de le réparer? Est-ce qu'on a les moyens de le réparer? Donc tout ce sujet-là fait l'objet en fait d'une étude actuellement. Donc il y a bien sûr les équipes d'atelier qui travaillent dessus pour permettre la réparation.
Mais nous, du côté développement durable et calcul, on a une personne qui est en train de défricher le sujet, et donc de connecter à tous ceux qui travaillent dessus. Et donc, qui est là pendant encore 6-7 mois, je crois. Donc, on est en train de travailler dessus. Aujourd'hui, ce n'est pas inclus dans le calcul. Vous n'avez pas ça qui sort, si votre produit est réparable, vous ne pouvez pas cocher une case et ça va diminuer de 20% son impact. On n'a pas encore automatisé ça parce qu'on ne sait pas si c'est juste ou pas d'un point de vue purement scientifique. Mais on étudie la solution. On sait que c'est vertueux de réparer. On n'arrive pas encore à mettre de chiffres dessus, mais on travaille dessus. Ouais. Ah, pardon. Allez, les deux dernières. Après, bonjour, une petite question économique après l'écologie, mais ça peut aller de pair. On sait qu'aujourd'hui, concevoir un produit en éco-conception, ça coûte plus cher que pas éco-conçu. On doit toujours garantir un cadre économique, une rentabilité. Est-ce qu'on a une idée de l'élasticité prix de vente que sont prêts à accepter nos utilisateurs pour acheter des produits éco-conçus et pour nous permettre de continuer à avoir une économie qui tienne la route? Alors, déjà, la première idée, c'est que globalement, éco-concevoir, oui, ça demande plus de ressources, ça demande peut-être plus de temps aussi. Par contre, il y a des trucs sur lesquels on est très étonné, on vient gagner quand on travaille l'optimisation de la matière. Quand on travaille, je vois Mylène qui est là, quand on travaille vraiment le patronage optimisé, eh ben, on arrive à des gains. Et en fait, c'est bien sûr un jeu d'équilibre. En sport, parfois, moi, on m'a posé la question, quelle marge je dois mettre en plus, etc. Et je dis, bah, j'en sais rien, parce que c'est ta marge, c'est ton produit. Et du coup, il y a des sports qui viennent vraiment prendre le recul, comme on parle de cycle de vie, de regarder l'ensemble de la gamme. Sur certains, je vais faire des efforts. Sur d'autres, je vais devoir me les payer. Voilà, je suis pas économiste. Mais voilà, du coup, c'est ça. Après, sur ce que les clients sont prêts à payer, moi, j'avais une étude en tête, sauf que ça évolue très vite. Et je n'ai pas la dernière étude sortie, on est en train d'en faire une, on en fait régulièrement tous les ans, mais ça évolue très vite. Et pour vous donner le rythme d'évolution, c'est globalement comment les gens descendent dans la rue sur le sujet. Il y a 2 ans, il n'y avait personne. Non, il n'y avait pas personne. On ne les voyait pas. Du coup, voilà, donc ça évolue très vite. L'étude que j'avais, c'était 10%, les gens étaient prêts à accepter 10%. Par contre, cette étude, elle avait une limite, c'est-à-dire que c'était une question. C'était à combien seriez-vous prêt à mettre pour acheter un produit éco-conçu. Donc forcément, bon, bah, comme tout le monde, moi j'ai pas répondu à l'étude, mais si j'avais dû répondre, j'aurais dit bah oui, je suis prêt à mettre 10%. Donc voilà, donc c'est un peu ces limites-là. Nous, on est en train plutôt d'étudier quand les clients ont acheté ce produit-là, qu'est-ce qui se passe. Au-delà de l'économique, parce qu'effectivement, tu as raison, l'économique c'est important et c'est dans la définition de développement durable, économique, environnemental et social. Sur la partie sociale, il y a un vrai truc en tout cas qui marche, c'est que les concepteurs qui ont éco-conçu des produits sont super fiers. Ils sont tellement fiers des fois qu'ils en font un peu trop. Et ils sont prêts à... Donc des fois on est même nous obligés de dire les gars, et pour autant c'est canon, donc ils en sont très fiers. Et ce qui est encore plus fier, c'est que les collaborateurs en magasin, déjà de savoir qu'on conçoit nos produits, déjà ils sont fiers, mais quand on dit ils éco-conçoivent des produits, ils sont tellement fiers que parfois ils les mettent plus en avant que d'autres produits, et du coup c'est ça qui amène des fois une rentabilité économique sur le sujet. Donc, voilà. Donc après, pour répondre à cette question, on est en train d'étudier toujours ce truc-là. Et juste pour compléter, on voyait tout à l'heure, il y a Germinal, donc un externe là, qui parlait, d'un point de vue marketing, et il avait une slide où ça montrait le premier vecteur qui fait qu'une solution marketing fonctionne, c'est de retrouver cette notion d'éco-friendly. Donc, c'est plus un sujet, on va dire, de niche, ou c'est devenu une généralité. C'est un sujet de société, c'est plus uniquement l'affaire de quelques-uns dans la rue. Donc, il y a une vraie notion de marketing. Après, nous, on n'a pas travaillé ce sujet-là chez Decathlon via le marketing, mais plutôt via la conception. Il y a des équipes de communication, je vois Camille qui est là, qui travaille sur comment est-ce qu'on peut valoriser vraiment plus finement ce qu'on fait. Aujourd'hui, on n'est pas bon là-dedans, on n'est pas reconnu comme une enseigne travaillant fortement dessus, alors que quand on travaille avec la Commission européenne, ils reconnaissent énormément le travail qu'on fait sur le sujet. Donc, à nous de raconter un peu mieux ce qu'on fait de bien. Et après, pour la partie qu'est-ce qu'on est prêt à payer en plus pour éco-concevoir, et également en train de travailler la notion de prix carbone qu'on va intégrer petit à petit dans le coût réel de ce qu'on produit. Et donc, finalement, si vous baissez l'impact environnemental, vous allez baisser le prix de votre produit. Parce que vous allez baisser le prix carbone que les lois qui sont en train d'être structurées sur le sujet
vont vous imposer demain. Donc c'est un peu, aujourd'hui peut-être qu'on est, vu qu'on est en avance, peut-être que c'est de l'investissement, de travailler sur ce sujet dès maintenant, mais demain ça ne sera pas un investissement en fait, c'est juste on baisse également le coût du produit. C'est des choses qui sont en cours de travail, donc moi j'aime pas trop parler de choses qui vont arriver, mais c'est la réalité de ce qui se passe. Là, je parlais de notre DAF tout à l'heure qui fait des formations, elle parle de ce prix carbone, c'est en train d'être testé chez Woven. Donc voilà, il y a des exemples qui montrent que l'environnement n'est pas forcément égal à augmentation de prix. Et pour bien comprendre le prix carbone, pour un exemple très, très concret, quand on fait les émissions de particules fines dans le monde, même localisées, bah, ça génère des maladies, du coup on est obligé de payer de plus en plus la sécurité sociale, du coup, voilà. En fait, c'est vraiment, c'est ça le prix carbone. C'est pas un prix qu'on a décidé, c'est quel prix pour compenser ça il faudrait mettre. Merci beaucoup. Merci. Merci.